Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. 14 morts, 8 blessés. 35 ans ont passé, mais la journée du 12 juillet 1989 a marqué à jamais Luxiol, petit village du Doubs. 35 ans. 35 ans, c'est le temps d'oublier pour certains, le temps de revivre 1000 fois la douleur, la mort, le deuil pour d'autres. Le temps de l'insouciance pour les nouveaux habitants, le temps immense de la souffrance sans fin, de la rancœur contre tout et rien, contre un coupable qui n'en est pas un pour les plus vieux, ceux qui ont vécu cette tragédie. Luxiol, c'est un tout petit village franc-comtois posé à quelques kilomètres de Baume-les-Dames. L'autoroute Mulhouse-Beaune la longe sans la troubler. Les noms des 7 habitants morts à la guerre de 1914 sont inscrits sur un monument érigé au centre du bourg. Aucune victime par contre, en 39-45. En remerciement, une statue de la Vierge a été édifiée à l'entrée de la commune. Luxiol, c'est donc un petit village modeste et paisible comme tant d'autres, sans histoire jusqu'à ce jour de 1989, le plus long de son existence. Nous étions 128 mercredi matin, nous ne sommes plus que 114. Quelques heures après la tuerie, c'est un conseiller municipal qui parle et fait ce froid calcul devant les 10 autres élus, comme pour masquer son émotion. Au rez-de-chaussée, dans la salle de classe, 7 victimes reposent. Les 7 autres ont été transportés dans leur commune d'origine, Baume-les-Dames, Haute-Chaux, Voyant, Athose et Grosbois. Nous sommes le 12 juillet 1989 et l'après-midi vient de commencer. Le village, écrasé par la chaleur, est plongé dans une douce torpeur. Le silence est à peine troublé par le cri joyeux des enfants et le ronronnement lointain des tracteurs. Les discussions tournent autour de la fête nationale, c'est à peine dans 2 jours. Soudain, à 14h15, tout bascule dans l'horreur. Le carnage commence dans une ferme sur le haut du village. C'est un habitant qui explique. Le fils de la maison, Christian, 31 ans, à qui son père aurait annoncé son intention de se retirer en laissant sa ferme à sa jeune sœur Corinne, serait entré dans un violent accès de colère. D'autres évoqueront une double vie, les derniers la folie tout simplement. Il ne parlait à plus personne ici. Voilà 1 mois, il avait tiré sur un voisin sans l'atteindre. Et puis samedi dernier, il n'avait pas assisté au mariage de sa sœur. Une certitude, le jeune homme qualifié d'ombrageux, renfermé, et depuis quelque temps franchement dépressif, s'est emparé d'un fusil de chasse à 2 coups et sans même prononcer un mot, a ouvert le feu sur ses parents, sa sœur et un visiteur, un inséminateur de la coopérative voisine de Roulan venu discuter cheptel. Seul le père du tireur échappe à la mort. Malgré sa blessure, il parvient à se réfugier chez un voisin où son fils tente quelques instants plus tard de lui porter le coup de grâce, sans y parvenir. Dans la maison du drame, où les 3 corps ensanglantés gisent sur le sol autour d'une table, Daniel, jeune époux de Corinne, doit la vie sauve à un pur hasard du destin. Il était dans la pièce voisine au moment de la tuerie, et au premier coup de feu, il a réussi à se sauver par la fenêtre. L'un des journalistes de l'Est républicain, vite envoyé sur place, explique la suite des événements. En proie à une incroyable folie meurtrière, Christian Dornier va poursuivre son carnage avec une détermination insensée. Le tueur grimpe dans une voiture, il a placé à côté de lui une boîte contenant une 50aine de cartouches. Il recharge son fusil, démarre. Il tient le volant d'une main, son arme repose sur les genoux, le canon dirigé vers l'extérieur. Et à 11 reprises, il fait feu, visant tout ce qui bouge, au jugé, aveuglé par la folie meurtrière. Johan, 10 ans, est sa première victime de hasard. Témoin de la scène, un facteur raconte. « Je venais de rentrer de ma tournée à Baume-les-Dames. J'ai entendu plusieurs détonations. Je suis sorti. J'ai vu Christian qui tenait un gamin en joue. Il a tiré à bout portant. Le corps du malheureux a été projeté à une hauteur de 2 mètres. Et on s'est immédiatement barricadé chez nous. » Quelques instants plus tard, c'est le tour de Johnny, 14 ans. Les 2 frères d'adoption avaient été placés par l'aide sociale dans une famille du village, où ils étaient choyés comme les 5 autres enfants du couple. Entre-temps, Stanislas, 80 ans, et Marie, 79 ans, sont abattus froidement. Leur sœur aînée est grièvement blessée. Ils avaient eu le tort de sortir dans la rue en entendant les coups de feu. Louis, 68 ans, est fauché par une décharge alors qu'il est en train de cueillir des framboises dans son jardin. Quelques mètres plus loin, Pauline, la petite nièce du maire, âgée de 5 ans et en vacances dans le village depuis la veille, est tuée sur le coup. Elle jouait dans la cour. Sa tante, qui la tenait par la main, échappe de justesse au terrible massacre.
Elle est sauvée par son fils, qui depuis la fenêtre tire une balle de carabine en direction de Christian Dornier. Et le carnage se poursuit avec la mort de 2 agriculteurs. Le premier sur son tracteur à l'entrée du village, le second dans un champ de betteraves tout proche. Ils étaient tous les 2 pères de 3 garçons pour l'un et 5 enfants pour l'autre. 2 automobilistes, un instituteur et l'épouse du maire de Voyant, mère de 2 filles, sont également abattus au carrefour d'Autechaux à 3 km de Luxeuil. C'est là que les gendarmes alertés par les appels désespérés des témoins tentent d'intercepter la voiture noire de Christian Dornier. Mais le fugitif, bloqué par le barrage, fait rapidement demi-tour après avoir tiré. Croisant le véhicule du meurtrier sur la route, entre Autechaux et Luxeuil, le capitaine René Sarrazin, commandant de la compagnie de Baume-les-Dames, est atteint à la hanche et à l'épaule. La course-poursuite s'engage vers la commune de Verne. Sur la route, un automobiliste de Fourbanne est à son tour foudroyé par la folie meurtrière. Ce sera la dernière victime. Le forcené se poste en embuscade à l'entrée de Verne pour attendre ses poursuivants. L'ultime fusillade. Christian Dornier est touché à la nuque et au ventre. Il s'effondre sur le volant. Le carnage est enfin terminé. Ou presque, car quelques temps après, une vieille dame grièvement blessée décède, portant en fait à 15 morts le terrible bilan. La tuerie aura très exactement duré 20 minutes. On se doutait bien qu'un jour il ferait une bêtise. Au-delà de la peine générale, percent rapidement les regrets, ceux de peut-être ne pas avoir réagi plus tôt face à un garçon dépressif et taciturne dont tout le monde avait appris à se méfier. 30 ans après, en 2019, l'auteur du carnage de Luxeuil était toujours enfermé dans l'UMD, l'unité pour malades difficiles de Sarreguemines. Il n'a jamais été jugé par une cour d'assises, le juge en charge de l'instruction du dossier ayant rendu une ordonnance de non-lieu, concluant à l'irresponsabilité pénale. Les divers experts, 3 équipes de psychiatres composées chacune de 2 médecins, ont tous diagnostiqué une schizophrénie gravissime avec des délires paranoïaques. Ils ont reconnu que le meurtrier était en état de démence lors des faits. Et longtemps, cette absence de procès a taraudé les familles des victimes. Regroupées en association, elles avaient demandé à Édouard Balladur, alors Premier ministre, la garantie écrite que le meurtrier ne sorte jamais de l'UMD, dépendant du centre hospitalier spécialisé de Moselle. Et sachez que si cette tuerie se déroulait aujourd'hui, tout se passerait différemment au niveau de la justice, avec le décret d'application de la loi du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. C'est le nom précis de ce décret qui permet aux victimes et à leurs familles de demander la tenue devant la chambre de l'instruction d'une audience publique, pouvant aboutir au prononcé d'une décision d'irresponsabilité pour trouble mental, remplaçant ainsi le difficilement acceptable non-lieu. C'était Folie meurtrière à Luxeuil, un texte de Jérôme Estrada. La prochaine fois, on parle de Francis Holm. On l'avait aperçu quand on a évoqué le 3e procès de Patrick Dils. Et là, je vous raconterai les errances meurtrières du routard du crime. Les Grands Crimes de l'Est, c'est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez aussi désormais retrouver tous les épisodes sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Les Grands Crimes de l'Est. C'est quand même bien fait. À dans 2 semaines.